Bonsoir et bienvenue à votre magazine quotidien de décryptage de l'actualité sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. La sénatrice Regina Elizabeth Mundi est libre. Il y a un mois, jour pour jour, elle a été kidnappée à Frontier Street, à Bamenda, par des hommes armés alors qu'elle se trouvait à bord de son véhicule. Quelques heures après son enlèvement, ses ravisseurs ont posté une vidéo de 56 secondes dans laquelle on pouvait voir la sénatrice assise dans une maison tenant en main une feuille de papier où elle lisait une déclaration appelant à la libération de tous les séparatistes arrêtés depuis 5 ans dans le cadre de la crise anglophone et à la démission de tous les élus représentant le nord-ouest et le sud-ouest au Sénat. Selon un communiqué du ministère de la Défense, une opération lancée le matin du dimanche 29 mai 2022 a permis la libération de Regina Elizabeth Mundi. La communication du ministère de la Défense indique que d'autres personnes ont été libérées sans préciser leur nombre et leur identité. Elle parle aussi de la capture de 3 combattants terroristes, de la mort d'une dizaine d'autres et la saisie de matériel de guerre. Cette version des faits est contestée par le groupe de rebelles qui avait kidnappé la sénatrice. Daniel Capot, le chef de ce groupe, cité par Radio France Internationale, affirme que c'est par compassion et clémence que la sénatrice a été laissée en route lors d'un repli stratégique pour que les soldats camerounais puissent la retrouver. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec JBB. Derrière le Journal de 20h de Julien Berthe Bissaï, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le thème du jour. Crise anglophone, la problématique des prises d'otages et les demandes de rançon. Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir de ce mardi 31 mai 2022, nous avons convié sur cette scène Christian Massoma. Bonsoir. Bonsoir Duval. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission. Et bonsoir à mes copanélistes. On espère pouvoir apporter une contribution positive pour éclairer la lanterne de nos nombreux concitoyens qui sont à l'écoute. Merci Christian d'être venu. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un parti politique de l'opposition au Cameroun. Jean-Claude Huot, bonsoir. Bonsoir M. Duval, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Bien sûr, vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Derrick Song, bonsoir. Good evening, Mr. Duval. It's a pleasure to be here. Good evening to fellow panelists. And good evening to the million viewers of Equinox. It's always a pleasure to be on your platform to discuss very serious issues that are affecting this country. And of course, a special greetings to all the inhabitants of people of Boyo, Bello, Jinikom, Fundong, who are under the grip of the crisis. Ce sont des localités qui sont situées dans le nord-ouest du Cameroun. Merci Derrick d'être venu sur ce plateau. Vous êtes accountant et vous êtes surtout membre de la société civile. Merci d'être venu sur ce plateau. Achille Dio, bonsoir. Bonsoir mon cher Duval, bonsoir au panel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF. Merci de l'invitation. Voilà, vous êtes militant du SDF, le Social Democratic Front, et puis vous êtes avocat au barreau du Cameroun. En tout cas, c'est en tant que communicant du SDF que vous êtes sur ce plateau ce soir dans le cadre de cette émission d'Equinox ce soir. Je voudrais revenir à vous, Derrick. Vous avez certainement appris que la sénatrice Regina Elizabeth Mundi, qui a été kidnappée il y a un mois jour pour jour, a été libérée selon un communiqué du ministère de la Défense.
c'est grâce à une opération qui a été lancée par les forces de défense et de sécurité au matin du dimanche 29 mai 2022 dans le nord-ouest du Cameroun. Et suite donc à cette opération, eh bien, elle a été libérée, ainsi que beaucoup d'autres otages et du matériel de guerre récupérés, selon un communiqué rendu public par la division de la communication du ministère de la Défense. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Thank you very much for that question. I will start by saying that, no person in his normal senses will appreciate the fact that people are kidnapped and ransom being asked. So for someone who has lost the freedom for 30 days or a month, if the person regains his or her freedom, it's something we should celebrate, because I'm not one of the persons who coach people to do kidnapping or perhaps to kill and ask for ransom. So if the Senator Regina Mundi has been released, it's something we should celebrate. And talking about that, one thing I would like you to know is the freedom of the senator is one thing, but the freedom of the region is another thing that we should put to question. When I'm saying this, I mean to say perhaps the senator was having the opportunity, the advantage to have the military men who are put at her service to free her. We still have some questions that we have not answered. We still have some questions that we are asking ourselves. Ces questions-là, c'est lesquelles? We have the questions like, what happened to the 4 delegates in Dian Division that are clocking almost a year now, and the government has said nothing? Is it that some people's lives are more important? Is it that some people are more Cameroonians than the other? Or is that perhaps the Senator Mundi is just so privileged to have the opportunity and the military had this? Mais il y a quelques éléments de réponse qui transparaissent du communiqué du ministère de la Défense lorsqu'on apprend, lorsque le communiqué dit par exemple qu'il y a eu des informations qui ont été données aux forces de défense et de sécurité qui localisaient la sénatrice, et qu'il y a donc une opération qui a été lancée dans le sens de la libérer. Cela veut peut-être indiquer que ce sont ces informations qui leur ont mis la puce à l'oreille et les ont donc orientés vers cette localité de Batibo, entre autres. Very, very important. I think what you're saying is very important. But the question I'm asking, the duo that was, the first duo, was it a duo that was kidnapped in the northwest, died in captivity until today? That was a man from Dian Division. Till today, we don't know where that person is, where his body is. And I'm asking, the intelligence that was put at the disposal of the military to safeguard the freedom, the release of the Senator Regina Mundi, what is stopping the government? What is stopping the security forces to do the same thing? As we are talking now, it should be the vice president of the House of Chiefs in Bamenda. To my best of knowledge, he has not been released up till date. What stops that same intelligence? And let me get to some nitty-gritties. What we are talking here is that we are trying to discuss something, but I know that talking about kidnapping in Cameroon is not what we should be talking, because before now, Cameroon was never a country we talk about kidnapping. We are hearing kidnapping now. We've never heard of people being kidnapped in Cameroon because we have lived without that. The question is, why the kidnapping? Okay. And the next question is, when you free one person, does it stop the other person from being kidnapped? I think we should ask ourselves those questions. Très bien. Jean-Claude Youth, il pose quelques préoccupations en rapport avec cette problématique. Pour lui, la libération de la sénatrice Regina Elisabeth Mundi est une chose, mais l'arrêt des hostilités, de la guerre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest en est une autre. C'est la première préoccupation qu'il pose. Et il y a une autre interrogation qu'il est en train de soulever. Est-ce qu'il y a du 2 poids, 2 mesures dans la gestion de ces rapts? Le cas de la sénatrice, moins d'un mois ou un mois, elle a été libérée. Il y a d'autres personnes kidnappées dans le cadre de cette crise anglophone qui sont toujours en captivité depuis plusieurs mois. Et pour certains, on n'en a pas de nouvelles. Est-ce que ce sont des préoccupations
que vous partagez? Je ne comprends même pas d'abord sa position. Parce que je ne sais pas ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre à l'opinion. Je viens de résumer la question. Oui, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire dans le sens même républicain et patriotique, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en réalité, je ne sais pas s'il est en train de vouloir récuser le fait que la sénatrice a pu être libérée. Non, mais il a dit dans le début de son propos qu'il faut saluer. Il faut saluer cette libération, je crois qu'il a dit. Mais à quoi sert alors polémiquer autour? Ça, c'est de un. Et de deux, les enlèvements, les kidnappings, ça existe dans le monde, tel qu'il a dit. Mais le problème qui se pose, c'est que on ne va pas tout simplement chercher à libérer pour libérer. Parce que qu'est-ce qui est primordial dans le cadre d'une prise d'otage ou bien d'un kidnapping par rapport à un État ou bien par rapport aux forces de défense et de sécurité? C'est de ramener ce qu'ils appellent le colis vivant, en bonne santé, bien portant. C'est ça qui est important. Donc, c'est-à-dire que la vie des otages ne doit jamais être mise en danger par un certain nombre d'actions. Parce que vous pouvez intervenir militairement. Vous abattez tout le monde. Vous pouvez même lancer une bombe atomique dans un coin et puis il ne va plus rien exister. Et effectivement, il y a eu des cas où les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour libérer les otages et pendant des échanges de coups de feu, des otages ont été tués. Ah, voilà. C'est pour ça donc, dans le cas de la libération de cette sénatrice, nous devons d'abord, saluer le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. De deux, nous savons que la neutralisation des preneurs d'otages, on a dit une dizaine, ça montre déjà également un affaiblissement du camp d'en face. Ceux qui ont été arrêtés, ils seront exploités. Si c'est le même gant, si c'est la même nébuleuse qui concourt à pouvoir procéder à les différents kidnappings, l'exploitation pourra nous aider. Mais ce n'est pas ici. Parce qu'en réalité, commencer à dévoiler la stratégie de nos forces de défense mettrait même déjà en péril la vie de ceux qui sont en captivité aujourd'hui. C'est de ça dont il s'agit. Alors à partir de ce moment, lorsqu'un État a des concitoyens qui sont arrêtés, nous disons que nous devons d'abord faire bloc avec solidaire. Et en disant que ici, vous avez remarqué le communiqué du chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Il a salué la collaboration active de la population. Parce qu'en réalité, sans la collaboration active de la population, on n'y peut rien. Au moment où on vous donne à l'instant T la position, par exemple, des kidnappeurs ou bien des groupes terroristes, le temps où vous êtes en train de vouloir vous déployer, la population est à même de pouvoir leur dire on suit les bruits de bottes de l'autre côté. Et ils ont le temps de pouvoir bouger. Lorsque la population collabore activement, c'est elle qui repère d'abord les mouvements suspects. De deux, elle ne crée pas un mouvement d'alerte qui peut aviser les uns et les autres. Et de là, l'opération de libération peut très bien se dérouler en fonction maintenant du niveau et de la manière dont on a pu organiser cela. Donc ici, je suis très inquiet. Lorsque il est en train de vouloir faire une superposition, pourtant en réalité, les forces de défense sont là. Vous pouvez avoir 2000 hommes disponibles pour aller libérer tous nos compatriotes qui ont été kidnappés. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait d'abord avoir la bonne information. De un. De deux, il ne faudrait pas que leur vie soit mise en danger. C'est-à-dire, on ne le souhaite pas, mais il faut d'abord qu'ils soient en vie pour qu'ils puissent rentrer auprès de leur famille. Okay. Donc, on ne doit pas les mettre en danger. Et ensuite, maintenant, on organise l'opération lorsqu'on juge que cette opération-là est à même de pouvoir ramener nos compatriotes vivants. Et que nous ne puissions pas connaître des pertes dans le cadre des dégâts par rapport à cette opération-là. Donc, et c'est tout ce professionnalisme-là qui a été dégagé par nos forces de défense et dont nous sommes fiers d'eux. Et nous saluons cette bravoure-là et cet engagement de ces forces de défense. Nous disons donc que continuons à collaborer comme ça, que la population continue à collaborer activement et tous ceux qui sont encore en captivité aujourd'hui, ils vont reconnaître le même sort de la libération. Christian Wassoma, est-ce que vous reprenez à votre compte les préoccupations qui ont été émises par Sonderic ou bien vous
comprenez les réserves qui sont émises par Jean-Claude Diout. Je voudrais d'abord, en tant que citoyen camerounais républicain, saluer la libération de la matriarche Regina Mundi, parce que la sénatrice, c'est une personne d'un certain âge, pour qu'elle puisse rester en captivité pendant 30 jours. Je peux, comme l'a dit tout à l'heure le copanéliste à ma gauche, comprendre la difficulté qui a été la sienne de pouvoir vivre dans ces conditions-là. Donc nous voulons saluer sa libération. Si il est avéré que les forces de défense et de sécurité ont mené cette opération selon le communiqué qui a été rendu public par la division de la communication ministère de la Défense, on veut aussi saluer cet effort pour pouvoir libérer une compatriote. Mais nous sommes dans un contexte de crise et nous sommes dans une guerre qui est asymétrique. Et dans ce type de conflit, tout le monde sait que la communication est un élément important pour les différentes parties prenantes. D'ailleurs, quand vous citez le chef de la faction qui avait kidnappé la sénatrice et qui dit que c'est par compassion qu'ils ont libéré Madame la sénatrice, vous comprenez que nous, étant ici et n'étant pas sur le théâtre des opérations, il faudrait qu'on puisse prendre un certain nombre de formations avec une certaine retenue, une certaine réserve. Mais je voudrais le dire ici solennellement, on ne peut pas souhaiter aux populations, notamment aux populations du 3e âge, d'être kidnappées et maintenues en captivité dans ces conditions. Mais ce n'est pas ça le problème le plus urgent aujourd'hui. Et ce n'est pas ça vraiment la problématique principale autour de ce contexte qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest. On a vu par le passé le cardinal Christian Toumi qui a été kidnappé à 2 reprises et être libéré par les ravisseurs. Ça a été le cas également pour le leader national du SDF qui a été kidnappé à 2 ou 3 reprises et a été libéré par ses ravisseurs, pas par les opérations militaires. Ça veut dire tout simplement qu'au-delà de l'aspect militaire, on doit regarder l'aspect politique autour de cette affaire. Parce que très souvent, quand ces personnalités de premier ordre ont été kidnappées, l'objectif qui a été visé par les kidnappeurs ou par les ravisseurs était de passer un message et un message politique. Donc il faut tenir compte de cet aspect et de tout ce contexte qui est un contexte assez particulier et ne pas être péremptoire dans les déclarations comme c'est le cas de mon frère Jean-Claude Diout. Maintenant, le plus important du Val, c'est quoi? Cette guerre dure depuis 2016 ou 2017 à peu près. Nous sommes passés, c'est-à-dire 5 années se sont déjà écoulées et quelles que soient les communications autour de l'affaiblissement des séparatistes ou autour des pertes qui ont été subies par l'armée régulière, nous disons et de manière permanente que ce n'est qu'une guerre qui n'a que trop duré et qu'on peut l'arrêter, on doit l'arrêter. Parce que nous ne sommes pas en train de combattre le Nigeria, nous ne sommes pas en train de combattre des pays ennemis. Cette partie, le nord-ouest et le sud-ouest, font partie intégrante du territoire camerounais. C'est des Camerounais qui y vivent. C'est des Camerounais qui ont décidé qu'ils sortent du cadre républicain parce qu'ils estiment que leurs revendications et leurs aspirations à avoir un peu plus d'autonomie ne sont pas prises en compte et qui ne peuvent plus continuer avec l'ultra-centralisme de l'État camerounais. Je pense qu'au départ, et le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a eu de cesse de le marteler, nous sommes d'abord dans un conflit politique. C'est-à-dire nous sommes d'abord dans une crise politique plus qu'une crise militaire. Et la solution au conflit du nord-ouest et du sud-ouest ne sera pas pour nous une solution militaire, mais une solution politique qui va intégrer ce que nous appelons de tous nos voeux depuis très longtemps, c'est-à-dire un dialogue inclusif qui intègre toutes les parties prenantes au conflit et qui permettra aux Camerounais de négocier de toutes les questions, y compris des questions qui fâchent. Parce que l'une des questions sur laquelle le chef de l'État s'était d'ailleurs prononcé en disant que la forme de l'État n'est pas négociable est absolument dans ce cadre la question qui pose problème. Parce que les 9 compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest ne veulent plus vivre dans un État unitaire décentralisé entre guillemets.
ils ont choisi un modèle fédéral. Nous disons au MRC que les Camerounais peuvent discuter autour d'une table et discuter de la forme de l'État. Si cela doit sauver des vies au nord-ouest et au sud-ouest, si cela doit permettre qu'on ne kidnappe plus nos concitoyens, si cela doit permettre que les armes arrêtent de crépiter et que ces souffrances que nos concitoyens subissent depuis des années s'arrêtent, alors il faut aller tout droit vers cette orientation-là. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, le gouvernement de la République lui-même a déclaré que cette zone est économiquement sinistrée. Quand on dit qu'une zone est économiquement sinistrée, ça veut dire que les populations ne peuvent plus y vivre normalement, puisque les ressources et la production économique ne peuvent plus permettre aux populations de vivre normalement. Donc ne parlons pas comme si nous sommes dans une situation normale et qu'on est plutôt en train d'encenser cette situation alors qu'on doit trouver une solution pérenne afin de sortir de cette crise du nord-ouest et du sud-ouest. Achille Ledio, sur la question de la résolution de cette crise, parce qu'il faut quand même rappeler que ces kidnappings interviennent dans le cadre justement de cette crise anglophone. On a écouté les pouvoirs publics indiquer, et c'est peut-être pour répondre à Christian Massoma, qu'il y a également un déploiement sur le terrain politique et militaire. Sur le terrain militaire, on a bien vu que depuis février 2018, je crois, il y a toute une région militaire qui a été créée dans le nord-ouest pour apporter une réponse militaire à cette sévérité séparatiste. Maintenant, sur le terrain politique, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites par les pouvoirs publics. Il y a par exemple le grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé. Il y a eu des résolutions, si vous voulez, des recommandations qui ont été faites et certaines mesures qui ont été prises par le chef de l'État pour permettre de régler cette crise. Et on a entendu des membres du gouvernement indiquer que au fil du temps, cette guerre, la paix est en train de revenir dans cette zone. Est-ce que ces prises d'otages qui se multiplient apportent un démenti à cette déclaration ou vous estimez que ces kidnappings sont dans l'ordre normal des situations de crise comme celle qu'on vit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Dans l'une ou dans l'autre facette de votre question, il serait difficile de répondre par une affirmative ou par la négation. Mais en faisant une analyse proche et objective de la situation, vous comprendrez que votre première question, ou alors le volet de votre première question, l'on pourrait rapidement répondre par la négative. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Avant de m'expliquer, permettez-moi d'adresser également, avant tout débat au fond, le satisfecit de ma formation politique, le SDF, du sommet à la base. Nous sommes très émus, très fiers de la libération de la maman, la sénatrice, qui est bien évidemment, suivant le communiqué officiel du gouvernement camerounais, se trouve aujourd'hui entre de bonnes mains. Et ben voilà, ce n'est que ce sentiment de fierté qui nous anime aujourd'hui au sein du SDF. Et selon des sources précises, elle a été, après sa libération, elle a été conduite par hélicoptère au centre-ville, à Bamenda, où elle a été reçue non seulement par sa famille, mais également par le gouverneur de la région du nord-ouest et de l'Afrique, et bien sûr l'archevêque de Bamenda, Monseigneur André Unkea. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que, suivant le communiqué officiel du gouvernement, tout semble dire qu'elle se trouve actuellement entre de bonnes mains. Et je voudrais également observer quelque chose. Je voudrais dire à mon copanéliste, M. Jean-Claude Yout, que le patriotisme ne se décrète pas. Que ces gens du RDPC cessent de nous rabâcher les oreilles chaque jour avec des discours sur le patriotisme, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des fervents, je vais dire des modèles en l'espèce. Je voudrais également lui faire comprendre que cette émission est bien suivie par beaucoup de pays et a un fil conducteur, en l'espèce et en l'état, est commandé par la thématique. Quand vous regardez la thématique du jour, on vous fait comprendre que nous devons aujourd'hui épiloguer sur la problématique des otages et des rançons qui vont avec. Alors maintenant, interroger le communiqué du gouvernement
sur, je vais dire, sur le sort des autres otagés ne ferait en rien un antipatriote. Parce que tout à l'heure, il a pris la parole, il a tiré à boulet rouge, peut-être sans comprendre le premier locuteur, qui en réalité s'offusquait de cette politique de 2 poids 2 mesures relativement au traitement des otages que nous observons aujourd'hui. Alors, pour moi, je ne viens pas ici faire une analyse des communiqués, parce que le communiqué officiel du gouvernement nous dit une chose, et quand vous l'analysez, vous comprenez qu'en réalité, il n'y a pas eu de perte matérielle du côté du gouvernement camerounais, il n'y a pas de perte en vies humaines, ce qui est une bonne chose. Et de l'autre côté, les ravisseurs, disons-le comme ça, qui tiennent un autre discours, c'est pas ça l'essentiel pour moi. C'est pas analyser ou décrypter les deux discours. Pour moi, l'important est celui de savoir pourquoi 5 ans après cette nébuleuse persiste. Là, vous comprenez que je rejoins mon frère de l'opposition, Christian Massoma, qui se posait la question lors de sa prise de parole. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas trouver des solutions pérennes à la situation? Et lorsque vous me relancez dans votre... vous me relancez en me posant la question, ben voilà, des solutions politiques ont été prises, des solutions militaires ont été prises. Je voudrais également vous dire, et là je réponds à votre question après avoir fait toutes ces observations, que la solution militaire aujourd'hui, tout le monde peut se rendre compte, n'est pas efficace. La solution militaire aujourd'hui doit être revue et corrigée. C'est pourquoi sur ce plateau, par le passé, j'avais attiré l'attention de toute la hiérarchie militaire de ce côté-là, de revoir leur stratégie. Il ne s'agit pas de militariser la zone. Oui, nous avons beau faire de militariser la zone, mais cette militarisation de la zone n'a nullement empêché les kidnappings. Le chairman John Fundi a été kidnappé 2 fois, a subi des sévices, a été obligé de séjourner de l'autre côté pour suivre ses soins. Après, il est revenu ici, là. Ça n'a pas empêché que Christian Toumi, monseigneur le cardinal, puisse être kidnappé. Donc, sur le plan militaire, il faut revoir, c'est pas la solution. Et sur le plan politique, toutes les solutions apportées par le régime du RDPC sur le plan politique s'apparentent à la flagonnerie. C'est de la flagonnerie, tout simplement de la gesticulation et du pur étalage. Et je vais m'expliquer. Lorsque vous avez dit qu'après le grand dialogue, il y a eu des résolutions. Quelles sont les résolutions qui ont été implémentées? Déjà que beaucoup des acteurs de la société civile politique vous font comprendre que ce dialogue en réalité est un monologue. Vous ne pouvez pas appeler les gens au dialogue, à un dialogue et fixer vous-même l'ordre du jour. Le SDF, lors de ce dialogue, n'est-ce pas, si on peut l'appeler ainsi, avait demandé à la commission chargée bien sûr de la décentralisation que l'on puisse parler également de la forme de l'État, c'est-à-dire du fédéralisme. Mais le président de cette commission avait argué en disant qu'il ne lui avait jamais été donné mandat d'en parler. Voilà pourquoi est-ce que des vraies problématiques n'ont pas été abordées avec des vraies personnes lors de ce débat, et beaucoup aujourd'hui sont unanimes que c'était un monologue. Les résolutions, allons-y. Vous avez dit qu'on a créé le statut spécial au nord-ouest, au sud-ouest. Ça donne qu'aujourd'hui, on est allé jusqu'à nommer les Public Independent Conciliators, les médiateurs publics indépendants, mais ils peuvent travailler où là-bas? Ils peuvent travailler où? Le contexte social, la violence généralisée là-bas ne leur permet pas de faire quoi que ce soit. Où sont les chefs traditionnels? Où sont les chefs traditionnels qui forment ce qu'on appelle la House of Thief? Ils ne sont pas là, ils sont tous à côté du ministre de l'administration territoriale à Yaoundé, fuyant ainsi les atrocités de ce côté-là. Donc, pour me résumer, mon cher Duval, il est question aujourd'hui, au-delà de ces kidnappings, de se poser des vraies questions. Pourquoi ça perdure? Et pourquoi le régime du RDPC a tendance à appliquer de la politique de l'autruche, 2 poids 2 mesures dans la recherche ou alors en cas d'otage? Tout à l'heure, le premier panéliste a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait du cas des 4 délégués départementaux du Ndiang? C'est ça. Qu'est-ce qu'on retient de cette situation? Mais quand il s'agit
d'une pente du régime RDPC, alors on a mobilisé tous les moyens. Effectivement, sa libération nous réjouit tous. Mais cette libération nous amène à poser par ricochet des questions subséquentes. Qu'est-ce qu'on fait des autres cas? Et pourquoi cette nébuleuse perdue jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi l'on ne pourrait pas écouter d'autres sons de cloche qui viendraient par exemple du SDF qui propose le fédéralisme? Derrière, pour revenir à vous, lorsqu'on analyse la situation, notamment dans le cadre de ces prises d'otages, des demandes de rançon, entre autres, est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de mettre un terme à ces prises d'otages? Il faut rappeler quand même que dans cette zone aujourd'hui pullulent de nombreux groupes armés qui, pour certains, échappent aux donneurs d'ordre. Est-ce que cette situation complexe ne complexifie pas davantage la recherche des solutions, notamment face à cette affaire de prise d'otage? Thank you very much, Diva, for coming back to me. I want to tell you something, that what is happening in the Northwest and Southwest, what we are talking about today is an effect. It's not a cause. We should distinguish between those two. And when I say it is an effect, the reason why I say it is an effect is because those who had the power to solve the problem, they had refused the existence of the problem. And you will understand that the refusal of the existence of a known problem is an invitation of unknown problem. The problem we are talking about here is the Anglophone problem, is the Anglophone question. And because people refused that there was no problem, there was no issue with the Anglophone, it has invited kidnapping. I want to tell you here that Ambazonia is an invitation of Yaoundé. It is Yaoundé that invited Ambazonia because they refused the problem that was glaring, that was visible. So I think we should be very clear that what is happening now, we should be clear to distinguish between a cause and effect. What is happening in Northwest and Southwest as we talk today is an effect. And that effect is coming as a result of what? There is a problem that a people had a reason to talk about their rights. I'm sure if you have children in your house and they feel like they are cheated, it is their right to talk to their father or to talk to their brothers that we feel cheated. And when these people spoke about being cheated, how were they confronted? It was a political problem. I want to tell you here that Ayijo, the then president of La République du Cameroon, did not use a gun to change the constitution. The president of the republic, His Excellency Paul Biya, did not use a gun to change the constitution. He changed it with a pen. But a people who has their right that has been swallowed, that has been stolen, they rise up to ask for their right, and they are being confronted with a gun. The question is, are there some people who are more Cameroonians than others? Is it that in a house, when there is a problem, can't we sit in a round table to talk to ourselves eyeball to eyeball? We know when this crisis started, some people said they were not going to talk until they decided to talk. But unfortunately, when they decided to talk, they talked to themselves. They did not talk to the problem. Mais Derrick, on a bien vu que c'est vrai qu'au départ, il y a une sorte de déni de la réalité observée certaines comptes du régime. Mais on a quand même vu que par la suite, il y a eu comme une sorte de recul avec des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics dans le sens de tenter de résoudre ces problèmes. Est-ce que ce virage, on peut dire, à 180 degrés, ne traduit pas justement le fait qu'ils sont heurtés à la dure réalité et ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de proposer des mesures? On ne va peut-être pas rester sur le fait qu'au départ, les gens niaient, mais par la suite, le fait de tenter d'apporter des solutions montre bien qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est un problème qui était aussi évident que le dessus du visage. Yes, if we are talking about a solution, the next question is, where should the solution come from? Where should the solution come from?
I want to tell you, without mincing words, that the two parties need to talk. The conflicting party. Now it has become more than two parties. And if we need to talk, peace is an intercourse between justice and truth. So we should be able to sit on a round table as we are sitting here, bring the secessionists, bring the federalists, bring those who believe in the unitary system. Let us sit on the table, because I believe that round tables will solve problems better than round bullets. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'appartiennent à aucun de ces groupes et qui font de ce conflit une source de revenus, de rente, etc. Parce qu'on sait quand même qu'il y a des groupes de bandits qui sont mêlés à cette affaire-là et qui ne sont ni des séparatistes ni des fédéralistes. One thing I will tell you is that before this crisis started, in the Northwest and Southwest, there were hardened criminals in that section. And some of those hardened criminals have taken this crisis as a source of revenue. They have taken it as an opportunity to make themselves rich. But mind you, that the true people who are making themselves rich are sitting in air-conditioned offices in Yaoundé. Mind you that it is because of this crisis that some ministers have come to prominence. They have come to the limelight. Mind you that there is a minister in Yaoundé who said that there was no Anglophone problem, who said that people were not displaced. And at the same time, when the West sends aid to be distributed, he is the one at the forefront to do the distribution, because they are making themselves rich. There is a third party somewhere that is enjoying the riches of this crisis. That third party could be the person sitting in Yaoundé air condition. It could be the persons who have picked up arms. They feel respected. There could be others who are sitting abroad and enjoying, and also there could be the international community. Yes. I'm talking about the international community that has decided that let us fight while they take away the riches. Ok. Jean-Claude Youth, est-ce que toutes les solutions de votre point de vue ont déjà été explorées? Est-ce que la situation actuelle dans cette partie du pays ne montre pas qu'il y a des limites à toutes ces solutions militaires et politiques qui ont été proposées par les pouvoirs publics? Il faut qu'on se comprenne très bien. Monsieur Christian Massoma nous a dit que la solution n'est pas militaire, mais elle est politique. Mais attendez, la solution politique, elle se trouve et se débat sur le plan politique à travers les outils de la République, sur le plan politique et républicain. Ça voudrait dire que quoi? Si le MRC et le SDF ont pour projet, dans le cadre de la forme de l'État, le fédéralisme, mais c'est très simple. Il faudrait que le MRC ou bien le SDF décident de conquérir le pouvoir pour amener le peuple camerounais à pouvoir adhérer à leur projet de société, qui est le fédéralisme. Et ensuite, maintenant, ils vont modifier la Constitution et passer au référendum pour consulter le peuple camerounais. C'est ça sur le plan politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ils sont en train de vouloir dire qu'ils veulent que la solution politique, un projet de société qui a été présenté par un parti politique et son candidat, qui était dans la forme de l'État, c'est l'État unitaire et décentralisé. C'est ce que les Camerounais ont plébiscité au dernier scrutin du 7 octobre 2018, 71,28%. Oui, s'ils veulent nous interroger, qu'on nous dise que les autres Camerounais avaient sûrement leur point de vue, mais à un moment donné de la campagne à la fin, et lorsqu'on a terminé, on se range. Le projet de société, ne nous mentons pas, qui a été choisi et décidé par les Camerounais, c'est l'État unitaire et décentralisé. Est-ce qu'il n'est pas possible, Jean-Claude Youth, que avec un projet de société qui a été présenté aux populations pendant une élection, au regard de la dynamique, de l'évolution de la situation et des contingences, qu'on en arrive à faire des modifications pour répondre à des besoins précis? Est-ce que ce projet de société est une camisole de force? Ce n'est pas une camisole de force. Mais nous disons aussi, même M. Christian Massoma ne peut pas, par exemple, nous démentir que est-ce qu'on a fini d'éprouver la décentralisation? Est-ce qu'on est véritablement convaincu que
elle ne fonctionne pas? Est-ce qu'on est convaincu que tout ce qui doit être mis en place dans le cadre de la décentralisation, et surtout que nous venons même de procéder au parachèvement de la mise en place de la dernière structure de la décentralisation qui s'appelle les conseils régionaux, est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'ils ont fini d'éprouver la décentralisation et qu'elle ne fonctionne pas au Cameroun? Si nous regardons l'ensemble des États dans le monde entier, combien sont-ils des États fédérés et combien sont-ils des États unitaires? Je pense à balance sur la balance. Et combien sont-ils des États unitaires décentralisés, véritablement décentralisés? C'est-à-dire que décentraliser voudrait tout simplement dire que c'est une forme d'autonomie, c'est une forme de plus de pouvoir sur le plan local qui est donnée. Mais maintenant, en fonction du type de régime politique qui est pratiqué, on peut arriver à un certain nombre de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Ça, c'est le champ politique. Si c'est ce champ politique dont le MRC voudrait en discuter, alors il ne faudrait pas d'abord qu'il boycotte des élections. Il faudrait qu'ils aient envie de conquérir et de gouverner. Et sur ce plan-là, ils sont très mal placés pour pouvoir nous donner des leçons. Mais maintenant, la réalité est la suivante sur le terrain. Nous avons en face ce que certains de nos concitoyens qui ont pris les armes. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils ont pris les armes et nous avons vu tous les horreurs pratiquées d'après eux, par eux, à travers l'usage de ces armes? Vous vous souvenez des images d'Aya Comfort? Ah oui, on oublie très vite. C'est pas nous qui décapitons. C'est-à-dire que lorsqu'on... Florence Ayafor. C'est-à-dire que lorsque vous observez le niveau de violence qui était pratiqué, ce n'était pas pour pouvoir nous dire c'est des fleurs qu'on est en train de vous présenter. À ce type de langage, qu'est-ce qu'il fallait apporter comme réponse? Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir des uns des autres qui nous parlent qu'il faudrait qu'on rentre dans le cadre du dialogue. Mais c'est pas ça en réalité. Nos forces de défense et de sécurité ont d'abord démontré que, sur le plan militaire, notre force de défense et de sécurité tiennent. La preuve en est que nous n'avons cédé aucun centimètre. Et que l'État camerounais tient bel et bien. Mais maintenant, la volonté du gouvernement est manifeste à résoudre le problème. L'ensemble pratiquement des recommandations du grand dialogue. Les uns et les autres peuvent dire parodie du grand dialogue ou bien ceci, mais les recommandations du grand dialogue, si vous voulez, je peux vous citer la litanie de la mise en œuvre de ces différentes recommandations, c'est la volonté du président de la République. Le common law dont on parlait, c'est une réalité. Les centres de DDR, c'est une réalité. La main tendue du président de la République, c'est une réalité. Mais en revanche, de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez déjà entendu et reçu de la part de ceux qui continuent à kidnapper, de ceux qui sont devenus passés d'une revendication armée? Ils sont maintenant devenus des terroristes, des kidnappeurs, des bandits de grand chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu à proposer de l'autre côté? Parce qu'on est toujours en train de dire le gouvernement, mais pour que deux camps de belligérants puissent quand même s'asseoir, il faudrait que les uns et les autres posent sur la table leurs différentes concessions. Alors, Christian Massouma, lorsqu'on a regardé la vidéo qui a été postée par les ravisseurs au lendemain, quelques heures après l'enlèvement de Regina Elisabeth Mundi, il y a quelques informations qui transparaissaient. Dans le document qu'elle lisait, on parlait de la nécessité de libérer toutes les personnes, en tout cas tous les séparatistes qui ont été interpellés depuis le début de la crise, en tout cas depuis le début de la guerre, il y a 5 ans. Il y avait un autre élément qui faisait état de la nécessité pour les représentants ou les élus représentant la région du Nord-Est et du Sud-Ouest de quitter le Sénat. C'est une piste? Monsieur Duval, avant de répondre à votre question, tout à l'heure, pour essayer de toucher la sensibilité de nos concitoyens, M. Yout a cité un certain nombre d'atrocités que nous avons condamnées en son époque, notamment celles commises sur Florence Ayafor et d'autres concitoyens dans cette région. Mais il a oublié de manière assez subtile de citer Ngabo et le rétropédalage du gouvernement sur Ngabo. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à Ngabo. Donc, il n'y a pas le monopole de violence d'un seul côté. Il y a des atrocités qui sont commises de toutes parts. Et il faut les regretter. Mais il ne faut pas avoir l'indignation sélective.
et le déni permanent qui est le vôtre. Ça pose un réel problème. Pour revenir à ce que vous êtes en train, vous avez entendu M. du RDPC, comme d'habitude, avec la condescendance qui les caractérise, parler du projet de société qui a été plébiscité. Donc, quand votre maison est en train de brûler, vous n'appelez pas une sortie de crise des pompiers pour essayer d'éteindre l'incendie. Vous allez vous dire que non, c'est votre maison, vous l'avez construite avec votre argent, vous n'avez besoin de l'aide de personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Nous sommes dans une situation de crise. Vous parlez des élus. Ces élus représentent qui dans le cadre du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui? Tout le monde sait que quand on a regardé les statistiques des élections locales et même de l'élection présidentielle, il n'y a pratiquement pas eu d'élection dans cette zone. Alors quand il parle de son projet, ce projet a été voté ou adopté par qui? Tout le monde sait que le RDPC a toujours été un instrument de propagation de la fraude électorale. Et c'est pour ça que depuis des années, l'opposition, dans son intégralité, appelle à la mise sur pied d'un système électoral consensuel et d'un code électoral consensuel. Alors on ne peut pas nier qu'il faut faire un certain nombre d'actions et poser des actes. Pourquoi il faut libérer un certain nombre de prisonniers? Les Bancho BBC sont en prison depuis le départ. Vous vous souvenez qu'au début de cette crise, Bancho BBC, avec juste son talkie-walkie, et il parlait à ses compatriotes. Il est toujours jusqu'aujourd'hui détenu. Et il n'est pas le seul. Il y a des milliers de prisonniers qui ont été, dans le cadre de cette crise, qui se retrouvent dans les prisons à travers le pays. Comment est-ce qu'on peut arriver à une solution de paix si on ne comprend pas la nécessité d'essayer de manager cette situation avec la plus grande subtilité et de tenir compte de la souffrance et des prisonniers et des familles? Donc il faut trouver des solutions. C'est pour cela que dans le cadre de ce message, il parle de la libération des séparatistes et de tous les prisonniers depuis le début de la crise anglophone. Et tous ne le sont pas dans le cadre du conflit armé. Beaucoup ont été arrêtés et sont complices dans les prisons. À un moment donné, on a parlé bel et bien d'un dialogue avec l'un des leaders de l'Ambazonie de première heure, entre le gouvernement et cette entité, Ayub Tabé. On a parlé de ça parce qu'il est question de rechercher des solutions. Malheureusement, ce dialogue n'a pas prospéré. On se souvient aussi qu'un certain nombre de nos pays amis, tels que la Suisse, ont proposé la médiation dans le cadre de ce conflit. Parce que lorsque vous êtes déjà dans le cadre d'une telle belligérance, il est très difficile entre parties de trouver un compromis, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan militaire. Il faudrait que cette médiation aboutisse rapidement à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est la condition préalable pour pouvoir discuter. Tant que les armes continueront à crépiter, il va être très difficile que les protagonistes se retrouvent dans le cadre d'un dialogue et aboutissent à des propositions cohérentes pouvant nous permettre de sortir de crise. C'est l'armée régulière qui doit déposer les armes pour un cessez-le-feu. Monsieur Yout. En face, vous avez qui Monsieur Yout, par respect pour vous, je ne vous ai pas interrompu depuis que vous avez commencé. Je suis juste en train de vous relancer. Ne me relancez pas. Quand on demande un cessez-le-feu, nous savons l'armée régulière qui est en face. De l'autre côté, on ne sait pas qui est en face. Jean-Claude, celui qui a la parole. Vous savez que ce pourrissement du débat dont vous êtes devenu maître va pas permettre que... Vous parlez tout le temps d'être républicain. Quand on est républicain, on respecte le temps de parole des autres aussi. C'est ça, être républicain. Il faudrait que vous-même, vous puissiez déjà vous illustrer par l'exemple à respecter les autres lorsque c'est leur temps de parole. Sinon, je vais vous interrompre à tout moment parce que je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des choses que vous êtes en train de dire ici. Mais je respecte votre temps de parole et votre opinion. Donc, je dis qu'il faut aboutir à des conditions qui vont mener véritablement à des discussions franches. Mon frère venait de dire ici sur ce plateau, entre les véritables protagonistes de ce conflit. Ce conflit a trop duré, le sang des Camerounais a beaucoup coulé. Il n'y aura pas de solution militaire. Nous sommes fatigués de le sériner sur le tableau, sur les plateaux de télévision et ailleurs. Il n'y a que les youths qui croient à la solution militaire. Si cette solution était la solution pérenne, ça veut dire que depuis 5 ans, avec les moyens dont dispose le gouvernement et l'État du Cameroun, on aurait déjà maté. Mais c'est parce que les régions qui sont concernées sont partie intégrante de notre pays. Et on ne va pas aller les raser de la carte du Cameroun. Et si vous gagnez donc la guerre, si l'État du Cameroun gagne cette guerre sur le plan militaire, l'État va gagner la guerre au niveau des cœurs des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui aspirent
véritablement avoir une autonomie qu'ils avaient connue par le passé. Parce que ce que vous oubliez, ou que vous semblez oublier, c'est que le fédéralisme n'est pas une panacée pour ces populations. Ils ont déjà vécu sur le modèle fédéral. Et ce modèle a été un modèle prospère pour eux. Et avoir de telles revendications ou de telles ambitions fait partie normalement, dans le cadre d'une république, de ce que le citoyen peut exprimer pour pouvoir revendiquer un certain nombre de droits. C'est à travers une élection présidentielle. Non, c'est pas à travers l'élection présidentielle. Si jamais elle est transparente, si elle est honnête, si elle est sincère et loyale, vous savez très bien que vous ne pouvez gagner aucune élection dans ce pays. Arrêtez de nous balancer l'élection présidentielle comme une panacée. Parce que vous ne... Écoutez, l'élection présidentielle au Cameroun, je vais sortir par là à Duval, hein, c'est l'élection des pontes qui descendent dans les villages et fabriquer les résultats parce que chacun veut plaire au prince. Chacun veut envoyer à Paul Biya le meilleur des messages que dans ma contrée, ma localité, on t'a voté à 80 ou à 90%. Qui est dupe ici? Qui peut penser un de vos ex-camarades que vous avez d'ailleurs, vous êtes venu contredire ici récemment, a posé la question de savoir que avant il gagnait avec 40% et il pensait qu'il pouvait bien gérer ces 40%. Mais que les gens sont venus convaincre le président de la République qu'on peut lui donner désormais 75%. Je vais citer Messanga Nyamdi. Et en cherchant à vouloir donner 75%, nous voyons ce à quoi. Qui peut croire dans ce pays que vous représentez 75% de l'électorat dans le cadre d'une élection présidentielle? Arrêtez de nous sériner, ça les Camerounais souffrent. Il y a un problème au nord, au sud, au sud, et il faut trouver des solutions à ce problème pour en sortir. Parce que ceux qui souffrent là-bas, et vous qui vivez ici dans votre confort, qui ne comprenez pas ces souffrances, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que vous parlez avec un certain nombre de légèreté. On ne dit pas à l'armée régulière de ne pas assumer ses missions républicaines. Mais dans ce cadre, il faudrait que l'armée comprenne qu'il est au service des politiques. C'est-à-dire, l'exécutif politique, c'est lui qui ordonne à l'armée de descendre sur le terrain de conflit. Donc c'est pour ça que nous disons que le conflit doit d'abord se résoudre sur le champ politique. Parce que si les politiques décident demain... Mais demandez à ceux qui ont pris les armes de les déposer. Très bien. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous voulez avoir une armée désarmée? Qui a demandé des armes? Mais demandez alors à ceux qui ont pris les armes de les déposer et ensuite on va aller sur le champ politique. Et l'affaire est réglée. Ah bon? Est-ce que c'est compliqué cette affaire? Quand vous dites demander, vous allez ça à qui? Je ne sais Mais pas. c'est parce qu'apparemment ils connaissent les protagonistes. Non, on parlait du gouvernement qui doit assumer ses responsabilités. Qui demande à ceux qui ont pris les armes de les déposer. Qui a organisé Parce que quand on dit une armée, ça veut dire vous connaissez une armée qui n'a pas d'armes? Qui a organisé? On ne parle pas de ça. Le fuite en avant et le dilatoire est C'est pas devenu le dilatoire. votre Demandez à maître. ceux qui ont pris les armes de les déposer et nous revenons sur le champ politique. Qui a organisé et que cela le se grand- constitue un parti politique avec une revendication Qui a organisé politique. le Et nous allons qui y a arriver. organisé le grand dialogue national? Achille Diop venait de dire que lorsqu'on s'est agi de parler de la forme de l'État, vous êtes débiné en disant que ce n'est pas dans votre agenda. Pourquoi vous n'auriez pas pu dire que, ok, discutons de la forme de l'État, proposons à ce genre des solutions qui ne sont pas des solutions cosmétiques? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce Ok. que la majorité Alors, camerounaise Achille. veut? La preuve en est qu'à chaque fois où vous les avez consultés, ils Jean-Claude. vous ont débouté. À quel niveau on les a consultés? Je voulais juste rappeler. Ouais, s'il mais vous plaît. c'est jamais présenté. Je voulais rappeler. Mais c'est justement, vous n'aimez pas Je ici voulais dans votre rappeler côté. à Jean-Claude et peut-être à Christian que lorsque vous parlez de consultation, il n'y a pas que les élections ordinaires telles que vous le connaissez. C'est lui qui y croit simplement. Il y a aussi la possibilité de consultation référendaire, puisque vous parlez de la nécessité pour le peuple de pouvoir donner son point de vue. On pourrait également explorer ces solutions. Notamment en référendaires. matière constitutionnelle. Très bien. il faut Alors, volonté je donne la politique. parole. Bien sûr. Et celui qui a été élu, Et là, vous il revenez a donc- été élu sur la base d'un projet de société. De quel projet? Vous Dans le connaissez cadre de votre son projet de projet de société? société, c'est un État. Vous unitaire avez quel et projet de décentralisé. société, monsieur? Pourquoi vous voulez Vous avez quel que projet de nous sommes société? maintenant dire Vous à avez quel projet de 71 société? millions, Achille, que non, vous vous êtes trompé. Ne parlez pas Ce de ça en n'était même pas temps. le projet de Votre société. projet, c'est la prédation. Vous êtes en train de tuer ce peuple. Vous êtes en train de tuer ce pays. Vous n'avez aucun projet pour ce pays. Monsieur Christian Christian, Massoma, le Christian, débat Christian, politique n'est pas s'il vous un plaît. champ de guerre. ou Non, non. mais c'est vous, Achille, c'est mais nous sommes en train de vous c'est dire vous que qui avez Achille été a le premier idée. à m'interrompre, monsieur. Christian, C'est d'idée Christian à Massoma et Jean-Claude Joute. Non, nous sommes très calmes, nous, RDPC. Nous disons que... Non, je C'est vous pas donne vous qui avez la parole. C'est pas parole. vous qui avez la parole. Vous êtes La calme, parole RDPC, est on voit à bien ça. Achille Le jour. Et je note, et avec les téléspectateurs, que c'est vous qui avez arraché la parole à Christian Massoma. Voilà, il sera dégénéré. Non, j'espère que ça... Non, ça n'a pas dégénéré, puisque... Il est à Bakary Bakary. Alors, je donne la parole à Achille Ledio sur la question. Achille, le message qu'on a écouté dans la vidéo, c'est un indicateur de ce que il y a d'autres pistes qu'il faut explorer en matière de recherche et de solutions à cette crise dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Mon cher Duval, je répondrai que autant d'éléments
autant d'éléments de recherche, autant de pistes il y a dans cette vidéo qu'en dehors également. Vous savez, je l'ai toujours dit et je le martèle, j'assume mes positions. La malchance du Cameroun, c'est le RDPC. Le Cameroun a eu la malchance de rencontrer les gens de 82 sur son chemin. C'est des gens autistes, les adeptes du jacobinisme qui gèrent les affaires publiques avec condescendance, mépris, arrogance. Vous n'avez qu'à voir sur ce plateau comment ça se passe. Je puis vous dire que c'est pas parce que vous avez gagné une élection présidentielle fut-elle que vous pensez que vous avez le meilleur programme, que vous pensez que les autres ou alors vos adversaires avaient un programme de société néant. Lorsque vous êtes autiste, lorsque vous ne pouvez pas comprendre qu'effectivement, avec l'image qu'a prise mon frère Christian Massoma, parlant bien sûr de votre maison qui brûle, l'image dont je fais mienne, c'est pas parce que vous avez gagné une élection sur la base d'un projet ou d'un programme de société que vous pensez à bon escient que vous ne pouvez pas tendre l'oreille à un autre Camerounais ou alors à un autre adversaire lorsque votre projet de société est bloqué. Depuis 1996, il faut que les téléspectateurs nous écoutent bien. Le 18 janvier 1996, la Constitution du 2 juin 1972 est modifiée et il est acté que la forme de l'État, c'est un État unitaire mais décentralisé. Il faudra attendre décembre, le 29 décembre 2019 pour que l'on nous parle de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pris un décret d'application pour que l'effectivité des compétences transférées aux collectivités territoriales soit effective, je veux dire, soit actée. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, vous avez pour mémoire le combat de monsieur le maire de Djombe Penja, Paul Éric qui vient de regretter, mais moi aujourd'hui, qui se battait pour que ces compétences soient effectivement transférées. Alors, mais laissez-moi vous dire que quand M. Yout... Oui. Malheureusement, on est pris par le temps. On va...